Bonjour à tous, je m'appelle Chris, thérapeute professionnel en intelligence émotionnelle. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Je vous partagerai mon enseignement, mon point de vue et mes expériences tout au long de mes podcasts afin de vous faire découvrir votre monde intérieur et partir à la recherche des secrets les plus profonds de votre être. Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans notre nouveau podcast, donc les chroniques ordinaires avec Chris. C'est moi qui vous présente ce podcast et aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis en compagnie d'Émilie. Émilie, comment tu vas? Hello, merci, je vais super bien. Et toi? Écoute, ça va très très bien. Je suis très content aujourd'hui parce qu'Émilie, elle a une histoire assez originale à nous raconter, assez ordinaire pour le coup, qui n'est pas ordinaire, pardon. Et ça va être très intéressant de pouvoir analyser son histoire, voir comment tu as réussi à te sortir de tous ces problèmes-là et de ce que tu as pu vivre. Et en tout cas, je suis très heureux que tu puisses venir aujourd'hui pour nous parler de ce passage-là de ta vie. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est très très bien de pouvoir le faire et d'y arriver. Et donc, c'est quelque chose de très, très cool. En tout cas, je suis très content. Et j'espère que toi aussi, tu vas être très, très heureuse de partager ça avec nous. En tout cas, c'est super. Bah ouais, franchement, je suis ravie. Bon, alors, c'est nickel. Du coup, Émilie, est-ce que tu peux un petit peu me raconter cette histoire qui t'est arrivée avec ton ex-conjoint, si je ne me trompe pas? Et Ouais, c'est qu'est-ce ça. qui t'est réellement arrivé, à quel âge et qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie? Alors, j'étais, on va dire, au lycée, donc de mémoire, j'avais 16 ans quand cette histoire a commencé. Donc, j'étais quand même très, très jeune pour le coup. À un âge où, en plus, où tu te construis, les émotions sont un peu décuplées, etc. Et donc, je rencontre un garçon. Donc, à l'époque, c'était sur Facebook. Enfin, voilà, tout cet univers réseaux sociaux, voilà, ça a commencé. D'accord. Et, euh, et on a de suite accroché. Et en fait, c'était un mec qui m'a apporté énormément d'amour, mais directement, dès les premiers jours, dès les premières semaines, c'était l'amour fou. Moi, c'était un de mes premiers copains, j'avais jamais ressenti ça, j'avais jamais reçu autant d'amour, etc. Donc, je pense que c'est la raison première pour laquelle je me suis autant attachée à cette personne, D'accord. d'avoir reçu autant d'amour. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dès les premières semaines de notre relation, ce mec-là m'a avoué que quand il a été petit, il a vécu une expérience assez traumatisante pour le coup. Il a eu une tentative d'enlèvement, si tu veux. D'accord, ok. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était déjà... alors, moi, je ne l'ai pas associé directement comme ça, tu vois, mais qui était psychologiquement pas très bien. Voilà, il avait aussi un gros trauma. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé ce trauma comme excuse. Donc, je vais te raconter ce qui s'est passé. D'accord. En fait, si tu veux, la violence psychologique, elle a commencé en premier lieu, dans le sens où c'était une personne qui insultait beaucoup, qui parlait très, très mal. J'avais un peu... Enfin, je commençais déjà à avoir peur de lui au début de la relation parce qu'il me laissait pas sortir, il me laissait pas me maquiller, il me laissait pas voir mes copines, j'avais pas le droit de faire certaines choses, Et etc. ça, c'est parce qu'il me arrivé l'interdit. progressivement ou c'est vraiment arrivé d'un coup? Ça a toujours été instauré depuis le début? Comment ça s'est passé? Alors, Combien t'en es arrivé à ça, en fait? À cette eh instauration bien, de ben, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas voir tes copines ni rien. ça a été crescendo pour le coup. Je l'ai pas compris directement, tu vois. Moi, je l'ai ressenti crescendo, mais encore une fois, c'était la première. Alors, une semaine, c'était une petite phrase un peu dérangeante, et puis ça a monté vraiment crescendo en escalier. Euh, mais en fait, il y avait toujours cette excuse de, mais oui, mais comme je suis pas bien, tu as besoin de me rassurer. Comme j'ai vécu ça, j'ai besoin de toi, etc. Donc en fait, tu vois, l'emprise psychologique, elle est montée crescendo, mais elle a toujours été là depuis le début, tu vois. D'accord. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Ouais. Donc, t'es jeune, enfin voilà, encore une fois, je rappelle le contexte, j'ai 16 ans, moi je comprends pas trop ce qui est en train de se passer, quoi. Et, Bah ouais. euh, et en fait, je suis restée 2 ans dans cette relation. Et au bout d'un moment, je vais dire, c'est plus monté crescendo, c'était complètement linéaire après un an de relation. Et malheureusement, la violence physique est apparue.
Et elle a duré, du coup, la deuxième année, 1 an, jusqu'à temps que je parte. Donc, ça a été au début des coups de poing dans les murs. C'était pas sur moi directement, tu vois. Des coups de poing dans les murs, dans les portes, parce qu'il était énervé. C'était une personne qui était très, très en colère, tout le temps. C'est une personne qui avait besoin vraiment que je le rassure pour être gentil en fin de compte. Et moi, je comprenais pas trop, tu vois. Est-ce que Encore toi, une tu fois, avais je sais cette pas. Voilà. peur Est-ce que tu avais cette peur du fait que ça soit toujours imprévisible? Tu savais pas vraiment Oui. comment agir parce que du coup, c'était tout le temps imprévisible. Donc, c'était très délicat. Tu marchais un petit peu comme sur un fil. Ah, mais complètement. Complètement. Vraiment complètement. Et ah oui, je savais jamais comment réagir. Je savais juste que je devais être douce et gentille parce que sinon, ça risquait potentiellement de l'énerver encore plus et puis que j'allais m'en prendre plein la gueule, tu vois. Et puis ce qui s'est passé, c'est que du coup, la violence physique, elle a commencé. Et, euh, et donc, du coup, comme je te dis au début, sur les murs, sur les portes, etc. Puis, la première claque est arrivée. D'accord, ok. La première, voilà. Et qu'est-ce Donc, qui s'est passé à ce moment-là quand il y a eu cette violence physique-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as vécu cette situation, toi, à ce moment-là, à tes 17 ans, vivre voilà, cette première agression un petit peu physique, quoi? alors, la première fois, je m'en rappellerai toute ma vie, la première fois qu'il y a eu cette fameuse claque, donc le premier coup physique, j'ai eu l'impression que mon cerveau s'est complètement déconnecté. J'ai eu l'impression d'être une coquille vide, vraiment. Je comprenais plus rien du tout. J'avais l'impression de ne plus avoir aucun contrôle. J'avais l'impression que de toute façon, ça ne servait à rien d'être douce ou gentille parce que j'étais en fait enfermée. Et à ce moment-là, j'ai compris, en fait, si tu veux, que ça allait être dur de m'en sortir parce que j'ai réellement eu l'impression que cette claque, ça allait pas être la dernière. Ça n'a pas été la dernière, du coup. Mais je me suis sentie vraiment hyper vide, comme emprisonnée, tu vois. Ça D'accord. a Donc, été pour toi, en fait, direct. cet élément physique, cette claque qu'il y a eu, elle t'a un petit peu emprisonné sous son règne de la peur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi tu ne t'es pas dit, ouh là là, je viens d'avoir une violence physique, je vais m'en aller parce que là, c'est trop pour moi, je ne peux pas accepter ça. Quel a été ton raisonnement à ce moment-là? Alors, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est au moment de cette claque, donc les violences physiques ont commencé, mais les violences psychologiques, elles ont toujours duré. Et c'est une personne qui me menaçait continuellement et ma famille aussi. Et en fait, je me suis sentie emprisonnée dans le sens où si j'essaye de me défendre, soit il va me faire du mal encore plus à moi, soit il va faire du mal à ma famille. Parce que il a jamais porté de coups à ma famille ou il s'est jamais attaqué à ma famille. Mais quand tu as quelqu'un, toi, tu es toute petite, tu as 16 ans, tu as un mec qui a 2 ans de plus que toi, qui fait 2 mètres, qui te dit si tu touches, enfin, si tu essayes de me repousser, si tu dis quelque chose, si tu bouges, je vais faire du mal à ta famille. Enfin, Ouais, essaye pas trop évidemment, de je pencher comprends. sur le Tu coup, voilà. n'as pas vraiment le choix, tu acceptes. Et du coup, tu en avais parlé à ta famille à ce moment-là ou pas du tout? Voilà, alors j'ai essayé d'en parler à ma famille, mais indirectement. Enfin, pas directement, je leur ai pas expliqué avec les vrais mots, avec les mots réels ce qui se passait, mais j'ai essayé d'envoyer des signaux. J'ai essayé de faire comprendre que j'étais pas bien avec cette personne, Quels ont été les mais signaux que ils tu as ont pu envoyer, jamais par exemple? vraiment compris. Et je me rappelle que à mon papa, à table, j'ai essayé de lui lancer des regards insistants. Tu vois, c'était toujours subtil comme ça. Ma petite sœur, j'essayais toujours de rester avec elle et de lui dire non, j'ai pas envie d'aller le voir. Est-ce que tu peux rester avec moi? Mes copines, avec mes copines, ça a été très très compliqué parce que comme je m'éloignais d'elles parce qu'ils ne me laissaient pas les voir, elles m'en voulaient, tu vois, et je Eh peux oui, pas leur en forcément. vouloir de ça. Mais voilà. Mais donc, du coup, je voulais pas être trop crue. J'ai jamais compris pourquoi vraiment je leur ai pas dit directement les choses. Je pense que ça aurait été plus facile. Mais après, Après, voilà, il au y avait toute final, cette emprise psychologique, comme je te dis. c'est Mm. normal parce que, il y avait cette peur. Et vu qu'il y avait cette peur qui était présente, ce qui se passe, c'est que on craint que si on en parle, ils agissent et que s'ils agissent, je vais me mettre moi dans une situation qui va être délicate. Donc, en fait, on a plutôt envie qu'ils le découvrent
en leur donnant des signaux plutôt qu'on aille vraiment leur dire les raisons de A plus B, parce qu'il y a ce règne de la peur qui est là, il y a cette attache psychologique qui a été faite, qui a été dite, comme quoi si jamais tu te dis quoi que ce soit, et c'était vraiment ça au final, c'est si tu te dis quoi que ce soit ou si tu fais quoi que ce soit, sache que je vais te faire souffrir et ta famille aussi. Donc nous, Ouais, l'ego c'est en ça. protection, il se met vraiment là pour se dire, ben non, là, je vais rien dire du tout. Par contre, je sais que la seule chose que je peux faire, c'est essayer de le montrer. Et c'est ça qui est très intéressant au final dans cette situation-là pour les gens qui sont amenés à vivre ce genre de situation avec des conjoints, des pervers narcissiques ou des gens qui sont violents, c'est de réussir à vraiment observer le comportement des personnes plus que les paroles au final. C'est bien ça, hein? Ouais, ouais, c'est complètement ça. Ok, donc du coup, Totalement d'accord. par la suite, tu avais donné des signaux à ta famille, il y a eu cette première claque. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors donc du coup, la violence, elle a continué, jusqu'à un soir où il fallait absolument que je parte parce que c'est allé, beaucoup trop loin. Enfin, c'était déjà beaucoup trop loin, mais vraiment, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, donc je l'ai rejoint chez lui. Je venais tout juste d'avoir le permis, hein, à la fin de la relation, donc 16-18 ans. Et en fait, je ne sais plus de quoi est partie la dispute, je pourrais plus te dire, mais il était déjà très, très énervé quand je suis arrivée. C'était en rapport avec mes copines parce que j'étais allée voir une copine, mais je sais plus pourquoi exactement, tu vois? Et en fait, donc mon ex, ce mec, a pris un couteau et il s'est mutilé de partout en disant: «Regarde ce que tu me fais faire. C'est à cause de toi que je me fais ça, donc maintenant, comme tu me fais souffrir, comme tu es allé voir ci, tu es allé faire ça, et cetera, regarde ce que je vais me faire». Et il s'est mutilé de partout. D'accord, Il y avait ok. du sang partout. C'était horrible. Vraiment, c'était vraiment horrible. Et heu et j'ai essayé de l'empêcher. Enfin, je savais pas trop comment réagir. C'était soit Ouais, évidemment. j'avais l'impression de me prendre un coup de couteau, enfin voilà, et il me disait: «Non, non, mais tu bouges pas, sinon moi je te plante toi. Tu me laisses faire parce que sinon c'est toi qui vas te le manger le coup de couteau». Donc enfin voilà. Et c'est parti beaucoup trop loin. Normal, moi je vois ça, je suis complètement hystérique, j'ai envie qu'il arrête. Je comprends pas en fait. J'ai l'impression d'être dans un film complètement déconnecté de la réalité. J'ai l'impression que ce n'est pas réel. Ce qui est en train de se passer, c'est pas réel. Et de là, donc il a posé son couteau, il s'est attaqué à moi. Il y avait sa mère sur les lieux, il y avait sa mère dans l'appartement. Donc il a dit à sa mère de prendre les clés de l'appartement, de fermer la porte et d'aller cacher la clé. Et du coup, sa Donc on mère, elle était l'a trois. fait. Elle l'a fait. Et sa mère était Elle y déjà. allait en courant. Est-ce qu'elle était au courant de ce qui était en train de se passer? Elle savait que son fils était comme ça? Ou là, c'était vraiment pour elle aussi un choc tout autant que pour toi? Je pense pas que sa mère, elle était complètement au courant, enfin, en tout cas, de l'exactitude du comportement de son fils. Mais je pense qu'elle avait une idée quand même. Mais en tout cas, ce soir-là, le soir où donc du coup elle a écouté ses paroles et elle a fait clairement ce qu'il lui a demandé de faire. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je sais pas si elle était choquée, donc elle a agi. Je sais pas si elle savait, exactement. Je ne pourrais pas te dire vraiment, mais je ne sais pas. D'accord, donc une situation assez quand même délicate, dans le sens où sa mère a agi, a été fermée la porte, vous étiez tous les trois enfermés dans l'appartement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous les 3, bah, du coup, enfermés dans l'appartement comme tu dis, et lui en sang, voilà, qui venait de se mutiler en disant que c'était ma faute, et cetera. Et donc il a commencé, à s'en prendre à moi, physiquement, donc il a à nouveau, frappé, et ça a duré des heures. Vraiment, ça a duré des heures. Je me suis retrouvée, alors je vais pas dire que j'ai perdu connaissance, mais j'étais complètement déconnectée. Enfin, vraiment, j'étais complètement sonnée à tel point les coups étaient violents, à tel point les coups étaient nombreux. Je me rappelle m'être retrouvée sur le sol avec des douleurs atroces. Je ne sentais plus mon corps. Je ne D'accord, ouais. sentais plus. Et il s'est passé un truc complètement ouf dans ma tête. Et à ce jour, alors peut-être que tu vas pouvoir porter une analyse parce que je ne sais pas vraiment du coup ce que j'ai vécu, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie pas mourir, mais comme s'il y avait mon esprit qui était en train de sortir de mon corps. J'étais vraiment une coquille vide.
Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus ce que je faisais là, je ne savais plus, enfin voilà, je me rappelle juste avoir conscience d'une chose, c'est d'un corps allongé par terre et rien de D'accord. plus. Et quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait justement sortir de cette situation-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous aider? Est-ce que c'est toi qui tout d'un coup est parti en courant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que alors du coup, cette phase-là, je ne sais pas si elle a duré plusieurs minutes, plusieurs secondes, plusieurs heures, je ne peux pas te dire. Mais je me rappelle que d'un seul coup, j'ai entendu un gros claquement dans ma tête et je me suis dit: «OK, je vais mourir». Alors c'est très bizarre dit comme ça, j'ai Non, non, c'est entendu, très intéressant. Ouais. Y a pas de voilà, comme une grosse claque, comme un gros claquement et voilà, je me suis dit: «Là, je vais mourir. Donc il faut que je trouve une solution pour pas mourir». Il y avait 2 solutions qui s'offraient à moi, enfin en tout cas qui sont venues à moi. C'était soit je courais, je réussissais à me lever, alors voilà, sur le coup, je n'arrive pas à bouger, je souffre de douleurs de partout. Je me dis: «Il faut que j'arrive à me lever en courant et sauter par la fenêtre». Je te rappelle qu'on est au 4e étage, Ok, que si je saute, je risque aussi de mourir, tu vois? bien Ou sûr. soit ou soit je reste plus subtile et je me fais une stratégie. Je connais son comportement, je sais qu'il faut que pour désengorger la chose, il faut que je sois douce et gentille. C'est comme ça que j'ai réussi à peu près à m'en sortir jusqu'à maintenant. Je vais essayer à nouveau. Et j'ai clairement pas voulu sauter par la fenêtre, tu te doutes bien, donc j'ai pris la deuxième option. J'ai réussi à me lever, je ne sais pas comment. Je ne peux pas t'expliquer d'où j'ai trouvé cette force parce que vraiment, j'ai appris plusieurs jours plus tard quand je suis allée chez le médecin aux urgences, etc., qu'en fait, j'étais complètement, j'avais des hématomes de partout, j'avais le bassin complètement déplacé. Ah Enfin, ouais, c'était quand même quelque voilà, chose de… voilà. Ok, bah dis donc, Émilie, c'est une sacrée histoire. On va pouvoir en parler un petit peu par rapport à… On va aller voir à la suite ton évolution, comment ça s'est passé. Euh, je vais te dire un petit peu ce que moi, personnellement, j'en pense. C'est aussi le but de tout ça, c'est de pouvoir donner des analyses pour les gens qui vivent ce genre de situation-là. On a pu déjà remarquer dès le début qu'il y a cet aspect où on offre énormément de choses incroyables, l'amour fou. On fait en sorte que ce que tu vives, ça soit vraiment le plus incroyable possible et que tu te sentes le mieux possible afin que tu t'attaches à cette partie-là de cette personne-là parce que c'est la partie qui est la plus importante au final dans la manipulation, c'est vraiment ce côté je te donne tout ce que j'ai et tu regardes et tu vois que je suis une personne incroyable. Et dès que la confiance s'instaure, c'est là que rentre en jeu cette espèce d'aspect psychologique de destruction interne au fur et à mesure qui est faite en fait de manière très détaillée dans le sens où c'est en gradation, c'est petit à petit. Ah ben là non, ah ben là peut-être que ça va pas être intéressant. Ah ben, je sens que ça va peut-être pas se passer comme ceci ou comme cela. Et ce qu'il faut réussir à faire au fur et à mesure du temps, c'est qu'en fait, l'emprise, il la prend et toi, tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends vraiment compte à partir du moment où il y a eu ce premier choc physique. C'est bien ça. Du coup, c'est là que vraiment tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai pu vivre? C'est incroyable. J'en suis arrivé là, je me sens vraiment emprisonné. Même si tu as pu observer avant, au final, la première agression physique a vraiment mis en place ce côté de bon, ben là, je suis enfermé dans quelque chose. Je suis vraiment enfermé dans quelque chose. Et ce qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est que tu as agi en autodéfense, d'accord? En autodéfense par rapport au fait que tu as voulu protéger ta famille, tu as voulu te protéger toi de souffrance. C'est-à-dire que plus rien n'existait hormis cette situation-là. Et on protège tout ce qu'il y a autour de nous, plus rien n'existe à part cette situation-là. Et c'est ça l'importance quand on est avec un pervers narcissique. L'importance, elle est vraiment dans le fait de pouvoir réussir à communiquer avec son environnement de ce qu'on peut vivre parce que c'est eux qui vont pouvoir nous aider à nous sortir de ces situations-là. Mais c'est très, très, très complexe dans le sens où il y a ce règne de la peur qui est là, où on te dit non, il ne faut pas, parce que sinon je vais te faire souffrir, je vais faire souffrir ta famille, et que du coup, ben, on est un petit peu tiraillé entre le fait d'aller dire la vérité et le fait de protéger sa famille, parce que ben, la peur prend le dessus sur tout. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'on protège notre famille et qu'on ne prend pas la soi-disant bonne décision. Par la suite, il y a eu cet aspect où vraiment ça a commencé à péter un plomb et que là, il a commencé à se mutiler. La mutilation, c'est très intéressant à analyser dans le sens où il a vu que le fait de te faire souffrir et de te taper ne fonctionnait plus parce que tu avais été habitué à ça. La seule moyen de te faire souffrir, c'était vraiment le fait de voir souffrir quelqu'un. Il savait que tu étais quelqu'un d'empathique, il savait que tu étais quelqu'un qui prenait beaucoup conscience des gens,
tu dois sûrement être proche de ta famille, tu dois sûrement être quelqu'un de très empathique. Et là, il a pris conscience de ça. Il s'est dit, si moi, je me fais souffrir, elle va souffrir encore plus parce qu'elle va me voir mourir devant elle. Il y a eu cet aspect-là quand même, bien évidemment. Il ne se suicidait pas. Il y avait quand même cet aspect psychologique qui est vraiment, encore une fois, dans la manipulation intense et complètement consciente, hein, puisque c'est complètement conscient, de se mutiler sous prétexte que toi, on va te faire souffrir. Et c'est vraiment ce qu'il te dit. Là, je ne vais pas te faire souffrir, je ne vais pas te mettre de coups de couteau. Par contre, moi, je vais te faire souffrir à travers moi, ma souffrance. Et il savait que là, ça allait t'atteindre bien plus que les gifles que tu avais déjà eues et que tu avais déjà vécues. Et ensuite, on est passé sous le coup de l'agression physique totalement complète, totalement puissante. Ça a été vraiment horrible à vivre pour toi. Ma pauvre, je me mets à ta place. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas pouvoir, qui ne devrait pas exister, mais malheureusement, ça existe et c'est totalement horrible. Et il y a eu cet aspect où tu perds l'espoir, en fait. Ce moment-là où tu es allongé par terre, tu as tellement souffert, tu as tellement vécu de choses intenses que tu perds espoir de vivre. Et du coup, là, tu relâches tout, en fait. Tu relâches toute la pression, tu relâches tout. Et c'est ce fait de ne plus avoir de volonté de survie qui te fait rentrer dans ce stade de je ne suis que corps allongé sur le sol. Tu vois, dans ta tête, il y avait plus ce côté je vais y arriver. Il y avait ce côté je subis la situation. Et dans tous les cas, c'est comme ça. Et si ça se trouve, je vais partir ici. J'ai plus de volonté de m'en sortir. Et il y a eu cet aspect où tu as créé une pensée et que tu t'es dit, je peux m'en sortir à un moment donné. Il y a eu un élément déclencheur qui t'a redonné de l'adrénaline, qui t'a redonné à passer dans ce mode survie. Tu as dû à ce moment-là peut-être ressentir un stress ou une montée, non, chaude d'un coup. Est-ce que tu as ressenti quelque chose comme ça à ce moment-là quand tu étais allongé par terre? Alors, au niveau de mon corps, c'est juste que j'avais mal partout. Alors, bien sûr, j'avais chaud, etc. Le stress était présent, bien entendu, mais vraiment, je te dis, c'est pour moi, alors, à l'heure actuelle, moi, la psychologue, c'est ce qu'elle m'a dit, mode survie s'est déclenché, mais physiquement, ce que j'ai ressenti, c'est un claquement, je ne sais pas pourquoi, un claquement dans ma tête. Donc, est-ce que c'était une claque? Est-ce que c'était pas une claque? Je ne sais pas. Mais j'ai ressenti un claquement qui m'a fait penser je ne peux pas mourir aujourd'hui, donc il faut que j'essaye de m'en sortir par tous les moyens. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette montée d'adrénaline qui arrive d'un coup, ce mode survie qui se met en place et allez, vas-y, on va de l'avant et on se sort de tout ça. Et là, du coup, bah, tu as pris cette décision de la jouer soit, et cet aspect très analytique était très intéressant, c'est que tu l'as joué, normalement, quand tu as une grande dose de stress comme ça, très intense, on prend une décision sans poser de réflexion. Et là, tu as eu cette intelligence de réussir à te poser une réflexion en disant, oula, si je saute, je risque de mourir. Et qu'est-ce qui pourrait me permettre de sortir? C'est de jouer le côté empathique, encore une fois. De jouer le côté empathique et de jouer la fille douce pour pouvoir m'en sortir. Et ça, c'est quand même très intéressant à comprendre qu'il y a eu c'est quand même cet aspect euh, où tu as analysé la situation. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà par rapport à cette histoire-là. Comment tu as réussi à te sortir par la suite? Ça a été long pour toi de refaire confiance, tout ça ou autre? Ou comment ça s'est passé ensuite par la suite? Alors ça a été très long parce que honnêtement, j'ai vécu plusieurs années, c'est les premières années après ce traumatisme, dans le déni. Complètement dans le déni à me dire: «Je n'ai pas besoin de psychologue, je n'ai pas besoin de me soigner parce que je suis une warrior, je suis une combattante et ça ne m'atteint pas». Et en fait, ça m'a rattrapée dans le sens où j'étais complètement, attachée à ce trauma et il était devenu ma personne et c'était impossible pour moi de continuer ainsi jusqu'à, on va dire, il y a 1 an parce que j'avais l'impression que je n'étais que ça. Et donc, j'ai pris la décision de me faire suivre. Donc, je suis allée voir une psychologue parce que vraiment, je voulais me détacher de ce Ouais, bien traumatisme. sûr. Ne me définit pas, tu vois. Voilà, j'ai vraiment pris la décision pour le coup que non, ça servait à rien d'être dans le déni, ça ne faisait qu'empirer les choses et qu'il fallait complètement désengorger. Donc, après, bah, j'ai eu tout ce processus où j'ai vécu un éveil spirituel, je me suis lancée dans le développement personnel, donc ça m'a énormément aidée à Ouais. comprendre, voilà, à comprendre et puis à soigner entre guillemets ce trauma. J'ai fait des soins énergétiques aussi, et ça, ça a été vraiment incroyable pour moi. Soins énergétiques et ensuite, au niveau de mon chakra cœur, si tu veux, je sentais qu'il y avait un blocage et je sentais que ça venait de ce trauma en particulier. Et moi, personnellement, c'est tes enseignements avec Solène aussi, au niveau notamment des émotions, de la Ouais. compréhension
etc., qui m'ont aidé à mener une réelle introspection, en tout cas, par rapport à ça. Bon, bah, c'est super alors. Et ton dessin énergétique a finalisé le travail, je dirais. Bon, ben c'est top, c'est nickel. Alors, si ça a pu t'aider, c'est vraiment le top du top, hein. C'est ce qu'on fait de toute façon au final, hein, c'est pour vous aider un maximum. Et donc, c'est ouais, donc tu as réussi à derrière avoir cette évolution-là, pouvoir te sentir bien, aller de l'avant. Et c'est quelque chose de très positif. Si tu avais, toi, un message à donner à toutes ces personnes qui vivent avec un pervers narcissique et qui ont du mal à s'en sortir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme message, toi? Le message que j'aimerais passer, c'est qu'on n'est jamais seul, malheureusement, dans ce genre de situation, mais que c'est pas pour autant qu'il faut essayer de se renfermer. Je sais que c'est très dur. Moi-même, je l'ai pas compris tout de suite. J'étais très jeune, mais que rien ne justifie la violence, pas même une personne qui a déjà vécu des traumatismes. Rien ne justifie la violence, qu'elle soit psychologique ou physique, et que notre bien-être passe avant tout, qu'on n'est pas un sauveur, on va pas essayer, on peut pas sauver les gens, on peut pas changer les gens s'ils n'ont pas décidé de porter attention eux-mêmes à leur propre trauma. Et s'ils n'ont pas décidé de se guérir, on peut pas décider à leur place. Donc, de laisser les traumas aux traumas, les personnes aux personnes, et de se focaliser uniquement sur son bien-être. Donc, si jamais il y a une personne qui écoute ce podcast et qui malheureusement est en train de subir des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, de toujours penser à soi en priorité et d'amener les actions, les pensées pour soi, voilà, de vivre sa vie de la meilleure des manières et d'essayer par tous les moyens d'en parler, de voir quelqu'un, vraiment de ne pas garder ça pour soi-même au final, pour pouvoir s'en sortir. Bon, mais super. Bah, écoute, c'est super d'avoir partagé cette histoire-là avec nous. Je suis très content d'avoir pu sensibiliser un maximum de personnes à ce genre d'histoire-là. C'était très intéressant. C'était vraiment super. Je te remercie pour le temps que tu as pris pour pouvoir répondre à toutes ces petites questions et nous raconter ton histoire. Et puis, on va s'arrêter là sur ce podcast-là. Merci à toi, Émilie. Et puis, Merci. je te dis une bonne journée. Et puis, rendez-vous mercredi prochain pour notre prochain podcast. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.